La grève annoncée par le personnel administratif, technique et les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé pour tenir ce jeudi et vendredi n'aura finalement pas lieu. Elle est interdite par le président de l'UL, professeur Adama Kbodar. Pour le président, les organisateurs ainsi que les participants s'exposent aux sanctions disciplinaires et pénales découlant des tests en vigueur. Rappelons que les enseignants-chercheurs et le personnel administratif et technique de l'Université de Lomé ont observé le vendredi dernier un mouvement d'humeur. Ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. En effet, ils réclament le reliquat des accords de 2011, le paiement du solde de 5 et 10% de salaire offert par le chef de l'État en 2020 et 2022 en guise d'atténuation de la cherté de la vie. Sur le sujet, une rencontre d'échange s'est également tenue le mardi dernier entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Majesté Ihu Wateba, les syndicats et l'ensemble du personnel de l'institution universitaire. Dans les rues de Lomé et d'autres centres urbains du Togo, un phénomène récurrent, devenu une scène courante, la mendicité, qui suscite à la fois compassion et inquiétude. La prolifération de la mendicité n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a pris une ampleur inquiétante ces dernières années. Pour répondre à cette préoccupation croissante, la mairie du Golfe 1 a récemment annoncé une nouvelle mesure visant à interdire la mendicité aux intersections et aux feux tricolores de la commune. Joseph Gomado, maire de la commune, a précisé que toute personne surprise en train de mendier, en particulier les enfants, sera désormais interpellée et confiée aux autorités judiciaires. Cette décision vise à renforcer la sécurité routière et à garantir la protection des citoyens. La présence de mendiants au carrefour pose plusieurs problèmes. Les enfants, souvent non accompagnés, sont exposés au danger de la circulation et les mendiants créent des embouteillages et perturbent le trafic. Ce phénomène engendre également des sentiments d'insécurité parmi les habitants et les usagers. Cette pratique présente non seulement un risque pour la sécurité des enfants et des conducteurs, mais constitue également un problème social croissant. La présence de mineurs, tant togolais qu'étrangers, sollicitant de l'argent auprès des automobilistes, est devenue une préoccupation majeure. Cependant, des questions subsistent. Que deviendront ces personnes qui dépendent de la mendicité pour survivre? Quelles mesures d'accompagnement suivront cette décision? Des initiatives de réinsertion seront-elles prises pour ces enfants et adultes? Il reste à voir comment cette mesure sera mise en œuvre et si elle sera adoptée par d'autres communes pour endiguer ce phénomène en constante augmentation. En Afrique de l'Ouest et centrale, une combinaison dévastatrice de l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène, EAH, de maladies qui en résultent et de perturbations climatiques met en péril les enfants. Les pays les plus touchés, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie et le Tchad, souffrent d'une insécurité hydrique aggravée par les changements climatiques. Cette région, parmi les plus vulnérables au monde, est également marquée par l'instabilité et les conflits armés, rendant l'accès à l'eau potable et à l'assainissement encore plus difficile. Le responsable des programmes au Fonds des Nations Unies pour l'enfance décrit la situation comme une véritable catastrophe hydrique. Entre autres, les tempêtes, les inondations et les sécheresses sans précédent détruisent les infrastructures, contaminent les ressources en eau et propagent les maladies. Actuellement, près d'un tiers des enfants dans ces 10 pays n'ont pas accès à l'eau dans leur foyer, les 2 tiers manquent de services de base en assainissement et un quart pratique la défécation à l'air libre. Cette situation entraîne des taux élevés de mortalité infantile, principalement dus à des maladies comme la diarrhée. 6 de ces 10 pays ont connu des épidémies de choléra l'année dernière. À l'échelle mondiale, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies liées à l'EAH, dont 2 sur 5 vivent dans les pays africains. Cérémonie solennelle avec de nombreux chefs d'État de la sous-région. Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment jeudi à N'Djamena.
Le général de 40 ans et chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans a été élu avec 61% des suffrages le 6 mai dernier selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Et il avait face à lui son premier ministre Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections a vu son recours en annulation rejeté par le Conseil. Mahamat Idriss Déby succède ainsi à son père, le président Idriss Déby Itno, tué au combat contre les rebelles en 2021 après 3 décennies de règne. Il s'agit du tout premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays de 18 millions d'habitants depuis son indépendance en 1960. Ensemble, les différentes 3 jours après l'attaque de son domicile par des hommes armés, lors d'une présumée tentative de coup d'État, Vital Kamerhe, le leader de l'Union pour la nation congolaise, a été élu ce 22 mai au poste de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Un processus de sélection avait fait de lui l'unique candidat et son élection au perchoir lors d'une séance publique de l'Assemblée n'était plus qu'une simple formalité. Seuls 36 bulletins étaient nuls ou blancs sur un total de 407 votants. L'Union sacrée, la coalition de Félix Tshisekedi, dispose de la majorité au Parlement avec au moins 90% des membres élus sur les 500 sièges du Parlement. Vital Kamerhe, 65 ans, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Il a promis aux citoyens congolais plus de transparence dans la gestion des affaires publiques et a déclaré vouloir redorer l'image de l'Assemblée nationale. Un mois après l'adoption d'une loi par le Royaume-Uni visant à envoyer certains migrants au Rwanda, le président du pays d'Afrique de l'Est, Paul Kagame, s'est exprimé lors du Forum sur la sécurité au Qatar sur ce qu'a toujours été, selon lui, la politique migratoire du pays. La question de la migration et la façon dont on la traite a commencé bien avant le Royaume-Uni. Justement, même aujourd'hui, nous nous occupons et nous traitons les migrants qui sont bloqués en Libye, qui essaient de traverser l'Europe et qui sont restés bloqués, ou d'autres qui meurent en Méditerranée. Et nous avons commencé à fournir ce refuge sûr pour que les gens viennent ici et soient traités ici vers l'endroit où ils voulaient aller. En 2018, cela ne date pas d'hier. À l'époque, nous n'avions aucun accord avec qui que ce soit. Et personne d'autre que nous n'allait donc payer pour cela. Mais les gens travaillaient pour les institutions de migration, les institutions internationales ou encore le HCR. Donc depuis 2018, des centaines et des milliers de personnes ont été amenées par avion de la Libye au Rwanda. C'est ce que le Royaume-Uni a remarqué, je pense, qu'il y avait une autre façon de traiter ce problème, qui s'était transformé en un énorme problème pour eux, comme pour toute l'Europe. L'adoption de la loi par le Parlement britannique en avril dernier ouvrira dès cet été la voie à des vols vers le Rwanda. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi à Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer la mémoire du président Ebrahim Raïssi. Des hommes de tous âges, des femmes et des enfants ont marché le long de l'avenue qui mène au mausolée de l'imam Reza, principal sanctuaire chiite du pays. Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021, est décédé à 63 ans dans la chute de l'hélicoptère qui l'amenait dimanche vers Tabriz, après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à leur frontière commune. 7 autres personnes, parmi lesquelles le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian, ont été tuées dans le crash. Durant sa présidence, Ebrahim Raïssi a fait face à un mouvement de contestation populaire en 2022 et à une crise économique aggravée par des sanctions américaines. Les autorités vont devoir organiser l'élection présidentielle fixée au 28 juin prochain. Le dépôt des candidatures à la présidentielle s'ouvrira officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin. Le président kenyan a rencontré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson au Capitole mercredi.
William Ruto est en visite d'État de 3 jours aux États-Unis d'Amérique, alors que son pays s'apprête à déployer des forces en Haïti dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour tenter d'apaiser la crise sécuritaire qui s'aggrave dans ce pays des Caraïbes. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour son partenariat dans la lutte contre les extrémistes dans le monde et contre les Houthis dans la mer Rouge et dans d'autres régions. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour l'aide qu'il a apportée à Haïti ces derniers jours dans notre hémisphère afin d'essayer de maintenir la stabilité. Et nous applaudissons tout le bon travail et le leadership que vous avez déployé en ce qui concerne les lois anticorruption et toutes ces choses vraiment importantes. Nous célébrons cette année 60 ans d'amitié solide entre les États-Unis et le Kenya, une amitié partagée dans de nombreux domaines. Comme vous l'avez bien dit, dans le domaine de la paix et la sécurité, je pense que nous avons des positions communes sur la collaboration avec différents pays pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité. Par exemple, dans la Corne de l'Afrique, nous avons des problèmes de sécurité en Somalie. Et vous l'avez dit à juste titre, nous luttons contre Al-Shabaab depuis près de 20 ans. Une partie de la conversation que nous aurons portera sur la manière de s'assurer que le retrait des troupes de l'armée ne crée pas un vide qui finira par être comblé par Al-Shabaab. Le Kenya, les États-Unis et d'autres États de la ligne de front doivent travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'un retrait basé sur un calendrier, mais sur des conditions. Les États-Unis collaborent depuis des années avec le Kenya dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment contre le groupe extrémiste Al-Shabaab.